Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va aborder un genre que l'on a peu l'habitude de traiter, le film de procès. C'est pourquoi le film du jour est assez ancien et ça explique pourquoi il est en noir et blanc. Mais je vous arrête tout de suite, ne partez pas parce que quand on arrive à ce génie dans le scénario, la qualité de l'image passe au second plan. Puis en plus aujourd'hui, le film a été remasterisé, donc la qualité est parfaite. Bref, je m'égare, parlons de 12 hommes en colère de Sidney Lumet, sorti en 1957. Je ne résiste pas à vouloir vous convaincre d'aller voir ce film malgré son âge canonique de 64 ans. Bon, après tout, vous le verrez, l'argumentation c'est tout l'objet du film. Je disais donc, Sidney Lumet, le réalisateur, c'est le maître du polar juridique. Ensuite, le scénario vient d'une pièce de théâtre qui avait beaucoup plu à l'époque. Et enfin, le Congrès américain le conserve dans sa bibliothèque, de par son importance culturelle et historique. Mais recentrons le sujet autour du film avec son résumé. L'histoire se déroule à New York, aux États-Unis, dans la salle de délibération des jurés d'un procès criminel durant une chaude journée d'été. Le jury est composé de 12 hommes qui viennent tout juste d'entendre la dernière intervention du procureur. Ils doivent rendre leur verdict à l'unanimité. Si l'accusé, un jeune homme supposé d'avoir tué son père, est déclaré coupable, il sera condamné à mort. Sinon, il sera libéré. Et moi, j'attendrai pas que cette graine de gangster fasse des bêtises, je les sonnerai avant. Ça gagnerait du temps et pas mal d'argent. Alors, est-ce qu'on y va? Afin d'avoir un premier sentiment suite à des rapides discussions informelles, les jurés votent à main levée. 11 votent coupables et un seul, après avoir observé les réactions de ses collègues, vote non coupable. Le juré numéro 8 est donc sommé de s'expliquer au vu de l'infériorité numérique. Il évoque les raisons morales, pensant que le sort d'un homme de 18 ans mérite un peu plus que quelques minutes et surtout, conformément aux paroles du procureur, il parle du doute qu'il émet à propos d'une des preuves capitales de l'accusation. L'arme du crime en effet, censée avoir été achetée par l'accusé et surtout censée être unique est en réalité trouvable assez facilement. Et pour le prouver, le juré numéro 8 sort un modèle identique de sa poche. Après cette petite démonstration qui n'a pas véritablement invalidé les autres éléments à charge et constatant que les autres jurés semblent toujours aussi sûrs de sa culpabilité, il propose un vote à bulletin secret sans sa participation. Si les 11 autres jurés votent coupables à l'unanimité, il se rangera de leur côté. Sinon, ils poursuivront les débats. Suspense lors du dépouillement. Un autre juré a en effet voté non coupable. Il y a là l'essence même du film, puisque les jurés vont progressivement réexaminer toutes les preuves et je dirais même tous les éléments du procès. Il sera par exemple tout autant question des témoignages que de la personnalité des témoins. L'issue de la délibération est proche lorsque la situation initiale est renversée. Il ne reste plus qu'un juré, le numéro 3, qui croit à la culpabilité du suspect, ou pour être exact, et c'est important, qui pense qu'il n'y a pas de doute raisonnable à sa culpabilité. Finalement, les 12 hommes en colère se prononcent à l'unanimité et votent non coupable. Alors là, normalement, vous êtes en train de me traiter de tous les noms derrière votre écran et vous pensez qu'il n'y a plus rien à regarder dans le film. Quelle erreur vous feriez? Et oui, j'oserais presque dire que l'histoire en s'en fout. D'ailleurs, vous remarquerez que ni l'accusé ni le jury ne portent de nom. Non, l'important c'est tout le cheminement de la situation initiale jusqu'à son renversement et c'est ce que nous allons voir dans cette analyse. Je viens de dire que l'histoire peut aisément être mise de côté. Eh bien, je vais édulcorer un peu. On peut dire qu'elle est plutôt mise au service du scénario. En effet, déjà vous l'avez sans doute deviné, le film est un huis clos. Peu étonnant car il dérive d'une pièce de théâtre qui respecte la règle des 3 fameuses unités, de temps, d'action et de lieu. L'avantage c'est que dès les premières minutes du film, le spectateur comprend tous les enjeux et peut se focaliser sur autre chose, à savoir l'argumentation des jurés. D'ailleurs, aucun des noms des personnages n'est directement donné. Bon, ok, peut-être juste à la toute fin on apprend le nom de 2 jurés, mais c'est tout. C'est aussi pour ça que j'ai évoqué leur numéro, c'est leur seul moyen d'identification au cours de l'action. Mais bon, je reparlerai du jury après. Spécificité du cinéma, Sidney Lumet a utilisé des focales de plus en plus longues. En clair, pour une même taille d'image, cela veut dire que vous verrez les personnages de plus en plus proches. C'est du génie, puisque d'une part cela accentue l'enfermement lié à la délibération qui s'éternise, et d'autre part cela accentue le fait que l'on se concentre de plus en plus sur la tête des personnages et donc sur leur raisonnement. Enfin, techniquement, cela permet d'avoir une très bonne qualité d'image encore aujourd'hui. J'ai téléphoné ce matin à la météo. Ça sera le jour le plus chaud de l'année. C'est bien.
Il pourrait y avoir de l'air conditionné dans cette baraque. Pour ajouter à la sensation d'étouffement, la chaude journée d'été et l'orage qui s'approche peu à peu pour éclater avant la fin du film sont présents en filigrane tout au long de l'action. Les personnages transpirent, sont obligés de fermer les fenêtres, le ventilateur ne fonctionne pas au début, c'est une quasi-torture pour le corps. Grâce à cela, le spectateur met en parallèle l'inconfort du corps et l'inconfort de l'esprit puisque changer son opinion n'est pas chose facile. Voilà, maintenant on va rentrer dans le dur. Je l'ai dit, les jurés ont juste des numéros. D'ailleurs, je parie que vous avez oublié ceux des 2 jurés dont j'ai parlé dans le résumé. Alors comment faire quand on a un si grand nombre de personnages principaux sur lesquels on ne peut pas mettre de nom? Réponse, avoir un scénariste de talent. Ici, Reginald Rose qui était aussi le dramaturge de la pièce de théâtre. En fait, chaque juré a sa propre histoire, sa propre manière de parler et sa propre personnalité qui sont bien tranchées par rapport à celles des autres. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à regarder le film en version originale ou version originale sous-titrée puisque certaines distinctions se perdent à l'adaptation. Ainsi, au lieu d'associer un visage ou un numéro avec un nom, le spectateur le fera avec la manière d'agir. Et c'est d'autant plus incroyable puisque vous ne savez pas quel est le prochain argument qui sera mis en évidence. En fait, en regardant ce film, je vous dirais que vous pouvez savoir comment les jurés vont réagir, mais pas sur quoi. Ainsi, par exemple, le juré numéro 1 est un entraîneur de football américain et on le ressent directement, d'une part car il occupe la fonction de président du jury au vu de son numéro, mais aussi parce qu'il préside véritablement les débats plus qu'il n'y participe. De même pour le juré numéro 9, le plus âgé qui est le premier à changer son vote par sagesse et qui livre un monologue bouleversant sur la condition des anciens dans la société. Encore un dernier exemple, le juré numéro 11 est un immigré d'Europe de l'Est qui commence toutes ses interventions par une excuse et qui s'attache à bien parler anglais. Il est horloger et suite à sa question très précise sur les faits qui n'a pas obtenu de réponse indubitable, il changera d'avis. Ah, maintenant c'est la fin de tout. Enfin, on est ici pourquoi? L'intérêt principal du film réside dans la raison de la réunion de ces 12 hommes. Ils doivent faire un choix à l'unanimité et ils connaissent les conséquences de ces 2 issues possibles. Pas de place au statu quo. C'est un peu la version extrême des dilemmes que l'on se pose entre amis. De fait, quand c'est à votre tour, vous devez exposer vos arguments, vous devez choisir, vous devez vous confronter. C'est un peu comme aux échecs, vous devez faire un mouvement quand c'est à vous de jouer. Et la ressemblance est même plus avancée, comme dans une véritable partie d'échecs, chaque coup a des conséquences. Je vais encore parler un petit peu du scénario pour vous le montrer. Dans votre expérience de spectateur, il y a de grandes chances pour que vous ayez été déçu d'un film. Et peut-être que c'était à cause de la cohérence scénaristique. Vous savez ce sentiment que l'on éprouve lorsqu'un personnage fait quelque chose qui rentre en totale contradiction avec ce qu'il a fait juste avant. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça peut carrément me sortir du film. Bref, ce n'est pas le cas du film puisque tout est cohérent et les scènes et les dialogues se suivent parfaitement. Par exemple, le juré numéro 10, c'est un juré qui a beaucoup de préjugés sur les quartiers défavorisés, et ça, on le sait dès le début du film, puisqu'il expose sa théorie au grand jour et vote bien évidemment coupable. Ça y est, la machine est lancée et toutes ces interventions vont être directement reliées à ça. Déjà, le juré numéro 5 est issu des mêmes quartiers et vous pouvez être sûr qu'à chacune des interventions racistes du juré numéro 10, il interviendra lui aussi. Ensuite, il est mis devant ses contradictions, n'accordant aucun crédit au témoignage du suspect, mais validant parfaitement un autre qui, pourtant, vient d'une femme habitant dans le même quartier. Peu après, il revient encore sur le niveau social du jeune suspect, arguant, je cite, qu'il sait même pas parler un bon français. Et le juré numéro 11, l'horloger, le reprend illico, en disant qu'il ne sait même pas parler un bon français. Ah, ce passage est jouissif, autant en VO qu'en VF. Et enfin, quand il rejette tout son mépris et sa haine, tous les jurés lui tournent le dos. C'est ce qui le fait s'isoler et changer son vote. Et attention, il faut pas croire qu'on a besoin de voir 10 fois le film pour comprendre ses implications. Dès le premier visionnage, vous remarquerez chacune des conséquences et chacune des causes. C'est le talent du scénario. Et ce faisant, je vous garantis que vous en sortirez grandi. On y arrive enfin à la raison pour laquelle le film est réellement culte. C'est une réflexion sur le débat. Je dis cela parce qu'il y a 12 personnages, mais la plupart du temps, c'est juste 2 jurés qui interagissent entre eux. Et vous comprenez donc qu'on a un potentiel de situation énorme, étant donné que chaque juré a sa caractéristique et sa personnalité. Du coup, on voit tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire. À ce propos, je reviendrai juste sur les jurés que j'avais décrits dans le résumé, le juré numéro 8 et le juré numéro 3. Ce sont eux véritablement qui sont les plus extrêmes.
En effet, le juré numéro 8 qui vote non coupable au début doute de tout, même de sa propre démarche. Et quelqu'un lui fera même remarquer qu'il remettra peut-être un criminel en liberté qui récidivera plus tard. A l'inverse, le juré numéro 3 n'exprime aucune incertitude sur la culpabilité, et ce jusqu'à la toute fin avant d'éclater en sanglots et changer son vote. Bref, concernant le débat, c'est évidemment les techniques du camp du juré 8 qui marcheront et celles du camp du juré 3 qui échoueront. Même si c'est beaucoup plus complexe, je vous rassure. Je ne vous ai donné là qu'une des règles du bon débat dans le film et je vous invite à chercher les nombreuses autres. Alors déjà, clarifions directement la situation. On ne veut pas tomber dans le travers de prêter des intentions à un film alors qu'il ne les avait pas à la base. Il ne faut pas oublier qu'on l'analyse près de 60 ans plus tard. Néanmoins, un écart temporel aussi grand invite à la réflexion entre le passé et le présent. Déjà, le film rappelle les rôles dans un procès et le principe du présumé innocent. Dans nos démocraties, la justice demande à l'accusation de prouver que l'accusé est coupable. On le voit, puisque les jurés votent non coupables car ils ont un doute valable. Et ça, messieurs, d'après nos lois, ça compte beaucoup, car pas un jury ne doit déclarer coupable un accusé, à moins d'une certitude. Concernant les débats enfin, on peut voir des interactions constructives qui font progresser les choses et aboutissent à une conclusion. La plupart des argumentations pertinentes sont calmes, raisonnées, factuelles, lorsque les autres sont montrées inefficaces. Aujourd'hui, les débats politiques, médiatiques ou même ceux qu'on peut avoir avec sa famille ou ses amis sont généralement aux antipodes. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ce film reste une fiction et que le contexte est assez particulier, mais le contraste demeure véritablement flagrant. Il peut certainement constituer une source d'inspiration, et ce ne sont pas des paroles creuses puisque l'objet du film est de faire changer d'avis les autres. Et c'est assurément ce qu'on veut toujours aujourd'hui lors d'un débat. Pour conclure, je dois vous avouer que ce film était véritablement une grosse claque dans la figure. Il est assez vieux, je l'ai dit, on le voit et on l'entend tout au long du film, mais il n'a pas pris une ride dans le scénario. Alors quel film vous conseillez ? Eh bien, on va vous conseiller un film français du genre L'Inconnu dans la maison de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo. Dans le genre film de procès, c'est une référence notable en France, mais c'est moins sérieux et c'est plus récent. Enfin, je voulais juste vous dire qu'il faut regarder les vieux films, la plupart du temps vous serez surpris. À présent, il ne me reste plus qu'à vous dire de partager la vidéo, de la commenter, de la liker, d'activer la cloche et de vous abonner si elle vous a plu bien évidemment. On a également un Tipeee, alors vous pouvez regarder dans la description si vous le souhaitez. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur la 7ème production. Salut!